De retour sur Effervescent, donc ça y est, on l'a refait comme si ça n'avait pas existé juste avant. Vous êtes, il est 13h07, on est un petit peu en retard. Néanmoins, on est dans l'émission Jeunesse Solidaire. Donc je ne suis pas à ma place puisque je suis déjà remplacé. Et c'est Rémi, pour ceux qui connaissent l'antenne l'ont déjà vu, un visage connu, ça y est, il est connu des médias. Et donc Rémi, tu nous présentes la première de l'émission Jeunesse Solidaire. C'est à toi. Voilà, grande première, donc bonjour à toutes et à tous. Alors pour cette première émission, premiers grands invités, l'association SNL, Solidarité Nouvelle pour le logement, qui a pour but d'aider à la réinsertion sociale et économique des personnes par le logement. Donc quelques grandes dates rapidement pour commencer. 1988, le premier logement, n'est-ce pas ? Oui. 1996, 3 associations départementales, dont celle de l'Essonne. Je me trompe toujours pas ? Je pense qu'il y en a même 4, enfin oui. La 4 plus tard. Et aujourd'hui en Essonne, 408 logements occupés ou en travaux, 400 bénévoles et 46 groupes locaux. Alors, qu'est-ce que SNL ? Qu'est-ce qu'elle apporte aujourd'hui aux personnes démunies ? Qu'est-ce qu'elle permet exactement ? Et aujourd'hui, quel accompagnement elle offre ? Alors sur le premier plan, qu'est-ce que apporte SNL ? La prise de conscience que le problème essentiel, premier, pour arriver à vivre simplement dans notre monde, c'est d'avoir un toit sur la tête et d'avoir un chez-soi où on puisse exister. Et donc fournir un logement aux gens qui sont hors de tous les circuits et qui n'ont plus les moyens ni matériels, ni financiers, ni psychologiques de se trouver eux-mêmes un logement dans les voies habituelles. Donc il s'agit de créer des logements, d'accueillir dedans des gens qui sont ce que j'appelle des cassés de la vie et de leur permettre progressivement, grâce à ce toit qu'ils ont sur la tête, de pouvoir se réinsérer dans le monde et arriver au bout de le moins d'années possible à se réinsérer correctement. Alors, SNL, comment ça marche ? Un peu plus près. Alors par contre, oui, il va falloir parler dans votre micro. Oui, SNL, comment ça marche ? En fait, des citoyens lambda se réunissent, constituent ce qu'on appelle un groupe local de solidarité, recherchent un minimum de fonds, à peu près 10% de la valeur de l'opération. Et grâce à ces 10%, l'État, les départements, les communes rajoutent les subventions qu'il faut pour aboutir à financer l'opération. Ces personnes, ces citoyens dont je parle, ce sont ce qu'on appelle les bénévoles. Traditionnellement, les bénévoles à SNL sont chargés d'accompagner les locataires. Ça veut dire beaucoup de choses, accompagner. Et puis, ils ont en plus, grâce au Fonds social de solidarité du département, le financement d'un accompagnateur professionnel, d'un travailleur social professionnel. Et quel est le plus de l'association par rapport à d'autres C'est justement l'accompagnement, la présence. En fait, on dit la présence voisine. D'accord. On se comporte avec ces gens-là, non pas comme des tuteurs, non pas comme des parents, non pas comme des parrains, comme des voisins. Et on les aide évidemment, éventuellement, dans toutes sortes de démarches dont ils pourraient avoir besoin. Être à l'écoute et surtout, ne pas faire à la place d'eux, ne pas prendre les décisions à leur place. Leur laisser le temps de mûrir leur projet vers la sortie. Quand on disait tout à l'heure qu'ils sont pas prêts, ils ne peuvent pas entrer dans les circuits traditionnels de logement, le logement temporaire que nous leur proposons leur permet de refaire surface, de se reconstruire et de partir ensuite vers les circuits traditionnels. Oui, donc on est au-delà du logement social, vraiment sur du logement très social, pour vraiment... Très social, mais pas du logement d'urgence. C'est effectivement dans le cadre du logement dit très social, c'est-à-dire avec effectivement des loyers accessibles aux gens qui ont peu de moyens, qui généralement ont par ailleurs aussi l'APL qui leur permet de couvrir une partie du logement, mais on tient à ce qu'ils aient eux-mêmes, enfin à ce qu'ils payent. On n'accueille pas des gens gratuitement dans des logements, parce que ça serait de toute façon très mauvais pour eux-mêmes et pour leur reprise. Pour qu'ils conservent une certaine dignité humaine qui est importante pour les personnes en précarité.
J'ai fait une petite enquête par rapport au prix du loyer. Un loyer moyen dans un studio privé, c'est 450 €. À SNL, c'est entre 200 et 300, d'où il faut déduire le versement de l'APL. Donc ça veut dire qu'il peut rester, pour certains, 50. D'accord. À titre de comparaison, c'est quand même intéressant à dire. Donc aujourd'hui, on a vu que l'association a quand même bien œuvré sur le plan local et vraiment ancré sur le département de l'Essonne. Aujourd'hui, si vous avez des projets pour 2014-2015, je crois qu'à Lardy et à Étréchy, vous avez des projets de construction de logements. Donc les objectifs actuels de SNL Essonne, en accord avec nos financeurs, seraient de construire de l'ordre de 50 logements de ce type par an. Parlons donc des projets qu'on connaît plus précisément, puisque je suis à Lardy. Donc à Lardy, nous avons un projet d'une construction, un terrain anciennement à la SNCF que nous avons racheté, sur lequel ils doivent être construits 5 logements. Nous attendons le premier coup de pioche qui devrait être ce mois-ci ou le mois prochain au plus tard, et pour livraison de ces 5 logements courant 2015. Et justement, sur ces créations de logements, on sait dans certaines villes comme Lardy, on peut parler de villes plutôt favorisées. Comment est perçue dans ces villes-là la pauvreté et justement l'implantation de logements sociaux là-bas qui peut parfois déranger sans raison et créer des refus de voir justement s'implanter ces logements sociaux? Alors pour convaincre les sceptiques, en général, on crée le groupe local avant le démarrage des opérations. On fait des réunions d'information en contactant prioritairement les futurs voisins pour essayer de dénouer les conflits éventuels. Il se trouve qu'à Étréchy, on a déjà un immeuble qui fonctionne depuis 2000, enfin qui héberge des locataires depuis 2000. Et il y a un nouveau projet qui commence dans une vieille maison, avec réhabilitation sous forme de 4 studios et une construction neuve dans le terrain. Et c'est vrai qu'on a déjà entendu, avant même d'avoir eu le temps d'organiser la réunion d'information, on a déjà entendu des tas de questions. C'est plutôt des appréhensions que nous sommes chargés, nous, en tant que voisins, c'est un mot que j'aime bien, de dénouer. On va les convaincre que c'est pas pire qu'un voisin lambda, quoi. Hein. Oui, parce que malheureusement, il y a aussi le préjugé qui fait que population pauvre égale population qui vont amener de la délinquance, ouais. Qui vont amener des dégradations du cadre de vie, dégradations qui peuvent faire peur sans raison d'ailleurs. Sans raison, c'est un peu ce qui se passe avec les logements d'urgence réquisitionnés dans le Moulin de Vaud, qui est aussi proche de nous. C'est des logements d'urgence réquisitionnés par le Conseil général de Paris, qui logent des Tchétchènes, qui ont des difficultés d'intégration effectivement parce qu'ils sont loin de tout dans ce moulin. Et ils sont montrés du doigt comme étant responsables de tous les maux. J'avais déjà vu cette histoire du Moulin de Vaud. D'ailleurs, ils essaient d'engager des bénévoles pour permettre aux jeunes notamment de connaître la langue française et de pouvoir aussi s'insérer dans la vie sociale et économique. Et à Lardy, vous avez rencontré justement des problèmes concernant les appréhensions sur la construction de logements près de la gare? Non, on a eu dès le départ quelques réactions qu'on a pu dégonfler assez rapidement. Des gens, effectivement, c'est la peur toujours de l'inconnu, la peur effectivement des gens disent qu'ils n'auront pas les moyens, donc ils sont pauvres, donc ils vont être, etc. Mais je pense que quand on a un tout petit peu l'expérience de notre monde, on sait que les pires prédateurs ne sont pas les gens qui ont le moins d'argent, hein, c'est pas là qu'on les trouve. Donc on arrive à le dire, mais il y a des gens qui resteront toujours bornés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On va essayer auprès de tous ceux qui peuvent comprendre, de comprendre. Et puis pour les autres, ils comprendront un jour peut-être. Et par rapport justement aux autres personnes, comment vous arrivez justement à les convaincre de l'utilité de votre action auprès des personnes dans la précarité?
Alors là, ça faisait partie de tous les arguments qu'on essayait de développer dans notre grosse opération de communication du 6 avril dernier. En fait, l'idée, c'est ne plus avoir de toit, ça peut arriver à tout le monde. Le chômage est vite arrivé, les problèmes de couple qui en suivent peuvent aussi arriver, perdre ses amis, ça peut aussi arriver, et au bout d'un moment, on ne peut plus payer son loyer, on se retrouve en difficulté. Donc... ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. J'avais d'ailleurs vu un reportage, je crois que c'était sur M6 ou W9, qui montrait la situation même des personnes encore sans domicile fixe. Et on pouvait voir des anciens cadres, des chefs d'entreprise, des salariés aussi modestes, qui se sont trouvés très rapidement à la rue, parfois à cause d'une maladie, parfois, vraiment des accidents de la vie. Donc oui, il faut rappeler cette chose-là. Et on le voit aussi, nous, à Jeunesse Solidaire, dans nos maraudes, des personnes qui ont cette situation difficile. Et quand on parle du nombre de sans toit, sans logis, enfin on en parle beaucoup, on a du mal, enfin moi je ne les connais pas tout à fait, je ne les ai pas là sous la main, mais on ne tient pas compte des personnes qui sont dans des logements insalubres. Ceux-là, ils sont considérés comme étant quand même logés. Les personnes qui sont hébergées chez d'autres, provisoirement, mais pour qui ça pose des tas de problèmes de cohabitation. Et donc, plus près du micro. Et donc, ça veut dire que c'est plus difficile, y compris pour ceux qui sont soi-disant hébergés, de trouver un toit. Hein. Donc, suivant les statistiques plus ou moins officielles, il manque actuellement 1 million de logements en France. Le taux de construction est tout à fait insuffisant. Et donc, pour arriver à éponger ce déficit qui vise les gens qui vivent dans la rue et ceux, comme dit Françoise, qui vivent dans des conditions dans lesquelles on n'a pas envie de vivre et dans lesquelles on ne peut pas véritablement vivre et s'épanouir parce que trop entassés ou parce que dans des conditions totalement précaires. Donc ce nombre de logements, il faut le savoir, et ce n'est pas effectivement SNL tout seul qui va combler. Notre objectif n'est pas celui-là, mais bien de montrer d'une part que c'est possible de répondre partiellement à la demande, d'autre part de mobiliser le maximum de gens pour le faire, et d'autre part de sensibiliser si possible tous les gens, comme les auditeurs aujourd'hui, à ce problème du logement pour qu'on agisse plus dans ce sens. Aujourd'hui, si je ne me trompe, c'est à peu près 3 millions de personnes à 4 millions de personnes qui sont non logées ou mal logées en France. Vous me dites si je me trompe. Hein. Et on s'était d'ailleurs rencontrés aux assises du mal logement. Et ces assises, ces événements, cette communication permet aussi de sensibiliser les personnes. C'est pour ça que peut-être un rapprochement entre les associations, essayer de créer une dynamique ensemble peut être intéressante. Quand on dit sensibiliser les gens et éventuellement recruter des personnes pour notre association, ça ne veut pas forcément seulement dire donnez-nous de l'argent, bien sûr que c'est important, puisque un petit don est multiplié chaque fois par 10. Mais c'est aussi la présence, donc c'est le rôle traditionnel du bénévole tel qu'on le définit à SNL, mais ça peut être aussi celui qui fait les petites réparations, qui va aider les locataires à entretenir leur logement. Il y a plusieurs formes, hein. Il y a aussi la gestion départementale de SNL. Après tout, on n'est peut-être pas forcément bénévole sur le terrain parce qu'on a un peu peur des relations humaines, enfin on se sent pas préparé. En fait, il faut dire aussi qu'à SNL, on a quand même la possibilité de participer à des formations internes pour se sentir mieux à l'aise, justement, dans la relation humaine. Et il y a aussi, il faut le rappeler, le Conseil général qui offre des formations aux bénévoles des associations et junior associations qui peuvent concerner aussi bien la comptabilité, l'administration, les dossiers, comme ça peut être, les rapports humains et gérer, entre guillemets, les ressources humaines dans une association. Aujourd'hui, quel bilan de votre action ? Alors, le bilan, il y a des bilans chiffrés, il y a des bilans inchiffrables. Les bilans chiffrés, c'est depuis la création de SNL, près de 2000 familles qui ont été accueillies,
qui ont pu passer quelques années chez nous et se resituer ailleurs. Ce n'est pas négligeable comme chiffre, mais c'est en même temps rien par rapport aux besoins réels qui existent. Ça, c'est le besoin chiffré qui existe. L'autre besoin, c'est que sur SNL Essonne, actuellement, donc on a 450 logements, je crois, à gérer, ce qui pose évidemment quelques problèmes de gestion et de pérennité pour les logements. Et puis tout ce qui est inchiffrable, c'est la sensibilisation qui a pu être faite au niveau des problèmes de logement auprès des gens qui ne sont pas directement actifs, directement mobilisés, mais qui arrivent quand même à se dire il y a là un problème, il faut agir dans ce sens. Alors, question un petit peu plus personnelle. En tant déjà que bénévole, est-ce que vous trouvez qu'on parle suffisamment de la situation de ces personnes-là et des personnes en difficulté de manière générale sur les chaînes de télévision et sur les médias? Et ensuite, une question encore un peu plus personnelle, je dirais. Quel est votre ressenti par rapport au fait justement de vivre aussi la situation de ces personnes avec elles, de vivre les difficultés qu'elles traversent? Est-ce que c'est pas épuisant? Est-ce qu'on se dit pas au bout d'un moment on en a marre, comme nous on peut se le dire en voyant très souvent de la misère, en voyant de la tristesse, du désarroi de ces familles et de ces personnes? Alors là, je te laisse répondre, François, puisque pour l'instant, nous, à l'Hardy, on n'a pas encore de logement, donc pas de groupe à suivre. Donc on n'est pas encore complètement usé, mais ça va peut-être pas tarder. Toi qui as plus d'expérience. Alors, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont humainement très prenantes, qui peuvent nous toucher. Nous qui ne sommes pas dans leur situation, nous ne pouvons pas non plus leur dire comment il faudrait faire, parce que nous ne vivons pas la même chose qu'eux. Mais nous pouvons être à l'écoute, nous pouvons essayer de les aider à mettre le doigt sur quel est vraiment le fond de leurs questions quand ils nous posent des questions. Et de toute façon, pour convaincre des personnes de nous rejoindre, c'est pas en les faisant pleurer qu'on va y arriver. Donc il faut être toujours positif. Alors c'est vrai que quand on a un locataire qu'on n'arrive pas à faire sortir parce qu'il y a en plus des problèmes de travail, enfin voilà, ou pas assez de logement de sortie, hein, ça c'est aussi un gros. Effectivement, on se dit à quoi on sert. Hein, s'il reste longtemps, plus on hésite. Mais quand tout d'un coup, une fois cette personne partie, dans le même logement, en 2 ans, il est passé déjà 2 familles qui ont réussi juste à faire une petite pause chez nous et à repartir ailleurs et à trouver un travail ailleurs. Là, bon, voilà, on se dit qu'on a été utile. Et dans d'autres associations où je milite aussi, où je travaille aussi, le résultat, même minime, nous aide effectivement à positiver. Hein. Oui, je dirais même tout simplement un sourire sur un visage d'un enfant, d'un adulte, ça rebooste aussi. Et malgré tout, c'est aussi une belle expérience qui est de bénévole et de s'engager auprès des autres et auprès de ceux qui souffrent. Bon. Et pas seulement s'engager, comme je disais tout à l'heure, pas seulement s'engager en leur faisant l'aumône et en donnant de l'argent. On ne fait pas l'aumône aux locataires, on met en place tout un système et éventuellement par nos dons, on contribue à la construction, mais c'est pas basé que sur la générosité, c'est basé sur les relations humaines. Alors, même si vous me dites que 90% de votre financement, c'est bien ça, et financé justement par les collectivités territoriales. Est-ce que vous rencontrez, comme aujourd'hui plusieurs associations, aussi bien au niveau local que départemental, national, etc., des difficultés de financement de vos logements et de vos actions? Alors le financement du logement eux-mêmes, de la construction des logements, pour l'instant, ne se pose pas trop de problèmes. Il y a le financement local donc amené par les GLS et derrière, c'est vrai que l'État et les départements, au moins dans l'Essonne, suivent assez bien au niveau de la construction. Notre problème vient beaucoup plus derrière de la gestion de l'association, puisque nous avons donc, on l'a dit, des travailleurs sociaux qui sont là, plus spécialisés pour l'accompagnement vraiment réel des gens qui sont là, et que dans l'Essonne, pour l'instant, on a accordé 3 ans à peu près de subventions aux travailleurs sociaux pour les payer, et qu'on va passer à 2 ans. Donc il y a effectivement une réduction du financement qui va nous poser des problèmes. Donc on a plus de problèmes de la gestion courante et ça que de l'aspect
construction elle-même de logements. De toute façon, il y a une association départementale. Les groupes locaux qui s'occupent des locataires, chacun dans leur commune, n'ont pas de gestion de comptabilité propre. D'accord. Ils peuvent avoir de temps en temps une petite aide par leur mairie, qui comprend la situation et qui veut faire quelque chose, mais cet argent que donne la mairie, il va de toute façon au niveau départemental. D'accord. On n'a pas d'autonomie locale. Bon, alors je vous propose de faire une petite pause et de reprendre après, dans quelques minutes, après le passage de quelques chansons. T'as prévu quoi, Mickaël ? Indy, la dernière danse. Très bien. Pas mal. Allez, on y va. On est de retour sur Effervescent pour l'émission Jeunesse Solidaire avec nos invités du SNL, Solidarité Nouvelle pour le Logement. Donc après avoir un peu expliqué votre action, l'association en elle-même, on va parler un peu de la précarité de manière générale. Donc pour vous aujourd'hui, quelle constatation vous faites par rapport à la pauvreté ? Est-elle plus nombreuse, ça on le sait, mais est-elle encore plus importante ? Et si elle est cachée, quelles difficultés aussi vous rencontrez avec ça, avec la multiplication des personnes démunies, des personnes sans logement ? Alors il faut bien le reconnaître, effectivement, dans notre société, la pauvreté ne va pas du tout dans le sens de la résorption, mais au contraire, il y a vraiment une accélération des gens en difficulté, parce qu'on est dans un monde où quelques-uns s'approprient toujours de plus en plus de richesses. C'est aux dépens du plus grand nombre qui, effectivement, est de plus en plus pauvre, il y en a de plus en plus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas véritablement de voie de sortie et on ne voit pas quelles sont les voies pour en sortir. Il y a aussi un phénomène qui consiste, en travaillant dans d'autres associations, j'ai pu constater que des personnes qui n'ont pas beaucoup de qualifications, un niveau scolaire faible, vu que tout est recruté sur diplôme, même si le salaire ne suit pas le niveau diplôme, ça il faut bien aussi le dire, eh bien il y a plein de personnes qui ne peuvent pas exercer des métiers tout simples. Je pense en particulier à l'aide à la personne. Même si elles suivent des formations pour accéder à cette qualification, on va dire, c'est pas vraiment un diplôme, elles se font refuser parce qu'elles n'ont pas un niveau linguistique suffisant, soi-disant, et parce qu'elles ne sont pas mobiles. Il y a aussi le phénomène de être disponible, avoir une voiture, voilà. Tout ça, ce sont des handicaps supplémentaires.
Voilà, si on assiste aussi à un déclassement social, justement, dû au nombre de chômeurs, à la difficulté de trouver un emploi, et qui entraîne justement un déclassement social, même par rapport aux études, par rapport aux qualifications des personnes. Ce qui fait, c'est que déjà que des personnes, des fois avec de hautes qualifications, n'ont pas un revenu justement qui suive, les personnes sans qualification se retrouvent totalement exclues du monde du travail. D'autant plus que notre société vit avec ce stéréotype, pas de travail, t'es nul. Voilà. Et souvent, nos locataires parlent du travail comme de la seule issue possible. Alors effectivement, il faut bien arriver un jour à trouver du travail. Mais dans la situation, des fois, de désarroi psychologique où elles sont, c'est pas forcément le travail qui devrait être la priorité. Et en fait, elles véhiculent elles-mêmes ce stéréotype. Oui, parce qu'il y a aussi justement tout ce que ça entraîne, la perte du travail, la perte de logement, et du coup, de ce fait, vraiment un déclassement de la personne qui se retrouve isolée, qui se retrouve à perdre sa dignité d'homme, de femme. Et c'est dramatique quand même, cette situation. L'estime de soi, c'est ça qui leur manque. Donc il y a déjà beaucoup de choses à réparer avant de se dire, bon, on va aller pointer... Et d'ailleurs, dans le même principe, se développent les épiceries sociales. Justement, alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est pas comme les Restos du Cœur où c'est une distribution d'aide alimentaire. C'est toujours une distribution d'aide alimentaire, mais cette fois avec une petite participation de la personne pour permettre justement qu'elle conserve sa dignité. Et alors, je vais vous poser une question par rapport, une fois de plus, à l'augmentation de la précarité en France. Est-ce que du coup, les personnes que vous logez de manière temporaire avec les logements SNL ont-elles plus de mal à se réinsérer dans la vie sociale et économique? Est-ce que, du coup, elles restent plus longtemps et qu'est-ce que cela entraîne justement de leur côté? Oui, c'est effectivement un phénomène qu'on constate chez nos locataires. La situation économique fait que se reloger, même dans les circuits habituels, est de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à trouver des logements à leur proposer. Et donc, effectivement, il y a objectivement un certain rallongement du temps de présence dans les logements SNL, ce qui n'est pas dans le sens de ce qu'on cherche évidemment au départ, parce que dire que les gens restent plus longtemps veut dire qu'il y en a d'autres qui restent plus longtemps à la porte. Petite question également sur la quantité de logements. Donc on sait que c'est à peu près 410 logements en Essonne actuellement. C'est un projet de combien de construction de logements par an? En gros, on est sur la base de 50 logements. Actuellement, au 31 décembre 2013, on avait 128 logements en préparation, mais 37 étant en travaux, 51 étant simplement en négociation, voir si ça arrive, et d'autres ont été engagés en 2013 et sont actuellement en cours doivent être livrés soit 2014, soit 2015. Alors je voudrais aussi rajouter que dans notre charte de déontologie, on s'engage à trouver un logement de sortie. Donc le logement de sortie, on le trouve avec nos partenaires, en général les bailleurs sociaux classiques, mais quand la personne a accumulé trop de difficultés, pas assez de revenus, des personnes qui arrivent à la retraite, qui ne pourraient pas vivre en HLM, ou d'autres difficultés trop isolées, difficultés psychologiques, on est censé créer nous-mêmes la solution pour les faire sortir. Et donc, on s'est engagé depuis quelques années dans la transformation de logements temporaires en ce qu'on appelle des logements durables. Donc ceux-là, ils vivent comme des locataires normaux, sauf qu'ils ont un accompagnement beaucoup plus léger, pas forcément de bénévoles d'ailleurs, enfin c'est possible aussi, de façon à ce qu'on ne les garde pas trop longtemps dans les temporaires pour éviter, pour faciliter le turnover, si on peut dire. Oui, et qui après ils aient des difficultés aussi à sortir de cette situation qui reste précaire dans le sens c'est que voilà, ces personnes sont quand même dans des logements très sociaux et sont dans une situation qui est vouée normalement à s'arrêter au bout d'un moment pour qu'ils puissent retrouver une vie normale. Ça fait partie du projet.
le travailleur social, le bénévole, enfin les bénévoles qui accompagnent la famille et la famille sont censés travailler ensemble à l'élaboration de ce projet. Et du coup, quels sont vos rapports en fait justement avec les personnes qui sont dans la précarité? Parce que vous nous parliez de tout l'accompagnement qui était fait autour, mais comment en fait ces personnes vous contactent-elles? Est-ce que c'est à partir des CCAS? Alors pour les auditeurs, CCAS c'est Centres communaux d'action sociale, par d'autres associations. En fait, qui vous contacte? Est-ce que c'est eux-mêmes? Est-ce que Vous avez tout dit. Tout est possible. Une personne en difficulté qui a entendu parler de nous peut très bien s'adresser au siège, télécharger le dossier de demande, faire une lettre simplement manuscrite, tout est possible. Vous savez, souvent quand on prend les trains de banlieue, on a des personnes en difficulté qui viennent vous déposer une petite carte sur la banquette à côté. Et c'est en général pour avoir de l'argent. Comme je vous disais tout à l'heure, nous on ne fait pas l'aumône. Donc derrière la carte, moi je mets l'adresse de SNL. Je me dis comme ça que c'est un moyen de leur faire connaître des solutions qui ne sont pas que provisoires. Vous savez bien que quand on veut qu'une personne puisse se nourrir, il ne faut pas lui donner du poisson, il faut lui apprendre à pêcher. Voilà, c'est cette image-là qui évoque ça. Et justement, bon, alors pour les personnes, vous avez justement connu leur cas par les centres communaux d'action sociale. Comment vous accueillent? Parce qu'on a parlé justement de cette question de dignité humaine et comment elles vous accueillent. Parce que c'est extrêmement difficile pour elles justement qu'on puisse proposer une aide, etc. Même si c'est pour aider, hein, c'est peut-être difficile pour elles justement d'être dans ce système-là, de devoir. Je pense qu'une fois qu'elles ont exprimé ce désarroi face au logement ou cette difficulté à continuer à être hébergées dans de mauvaises conditions, elles ont déjà franchi un petit pas. D'accord. Et quand ce sont par exemple les associations qui nous les envoient, elles sont prêtes à accepter justement une solution qui leur est proposée et qui est quand même une solution digne. Parce que nos logements sont très très beaux. Ils sont rénovés à chaque départ. Ils vivent quand même dans des très très bonnes conditions. Tout en n'étant pas du luxe, Non. mais simplement la possibilité de se loger correctement pendant le temps où ils sont là. Par rapport à toutes ces demandes, donc il y a aussi des demandes spontanées, des gens qui sont dans un problème et qui entendent parler des SNL et qui envoient une demande. Pour donner quelques statistiques aussi de cet ordre, en gros, on a 1000 à 1200 demandes par an dans SNL et on en satisfait 100 à 120, c'est-à-dire 10% des demandes. Or, toutes celles qui nous arrivent pourraient être justifiées qu'on puisse leur accorder un logement. Oui, alors pour les auditeurs, on travaille beaucoup justement avec le groupe local SNL de l'Hardy. Et on a connu aussi des personnes qui nous ont contactés, surtout par les réseaux sociaux, et qui étaient dans des situations abominables, bidonvilles, qui étaient à la rue, qui du coup ont dû parfois changer de région avec des enfants déscolarisés. C'est quand même une situation catastrophique. Alors on en a beaucoup parlé, on en a entendu parler quand même pas mal aux informations durant cet hiver. Qu'est-ce qui vous inspire ce chiffre, cette barre des 1 million de personnes aidées par les Restos du Cœur qui a été franchie en 2013? Que si ça continue, ils seront 2 millions. Mais non, cette réponse n'est pas tout à fait la bonne, si ce n'est que malheureusement, on est effectivement dans ce cirque-là où la précarité augmente. Donc effectivement, les Restos du Cœur, qui eux-mêmes ont du mal à répondre, voient de plus en plus de gens arriver vers eux, et de manière tout à fait justifiée. C'est pas... Il y a toujours, parce qu'il y a toujours des détracteurs, pour dire il y a des gens qui viennent au Restos du Cœur, qui prennent à manger, et qui vont revendre ce qu'ils ont pris. Il y en a, c'est vrai, il y en a toujours des gens qui profitent de toutes les situations, mais ce n'est absolument pas le cas général, et il faut reconnaître que tous ceux, ou presque, qui viennent là, ont effectivement, pour arriver à faire cette démarche-là, de venir demander, il faut quand même avoir atteint un niveau de désarroi profond. Et d'ailleurs, face à toujours cette précarité qui augmente avec la crise,
comment une association telle que la vôtre peut essayer d'enrayer cela? Est-ce que vous avez justement d'autres partenaires dans le monde associatif? Est-ce que vous êtes vraiment aidé par les collectivités? Et on a souvent entendu parler du DALO, de la loi DALO. Est-ce que, d'ailleurs on en avait parlé lors d'une émission précédente avec Mickaël, aujourd'hui, c'est pas possible. Le DALO, c'est des délais de 1 an et demi, 2 ans pour des personnes qui vivent à la rue, qui vivent sans logement, qui ne vivent avec plus rien. Il faut le rappeler. Bon, déjà que tu manifestes un certain optimisme en parlant d'un délai d'1 an et demi et 2 ans comme si ça devait effectivement déboucher dans ces délais-là. D'abord, la constitution d'un dossier DALO, on en constitue beaucoup, est assez compliqué. Et après ça, même une fois que le droit au logement est reconnu par une personne, il n'y a pas en face la proposition pour lui rendre cette loi. Donc c'est une loi qui a été votée, on n'a rien contre, elle est bien, mais elle est totalement insuffisante au niveau des moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir effectivement l'exercer. Le président de SNL de l'époque, qui était le fondateur de cette notion de solidarité nouvelle par logement, a participé activement à l'élaboration de la loi au ministère d'ailleurs. Et puis on fait partie de toutes sortes d'associations, de collectifs d'associations, soit dans le domaine de la précarité, soit par rapport strictement au logement. Notre directeur siège à la commission dialogue départementale, mais c'est pas pour ça qu'on a plus de moyens. Mais on est quand même reconnu comme étant, entre guillemets, efficace, puisque beaucoup de cas d'ALO qui sortiraient de logement d'urgence nous sont recommandés pour passer d'abord en logement temporaire chez nous avant d'aller directement en HLM, pour leur laisser un peu le temps d'adaptation. Donc notre formule est reconnue, c'est déjà ça. Que diriez-vous à une personne qui souhaiterait s'engager, qui hésite aujourd'hui, justement pour s'investir dans le social, dans l'humanitaire? Voilà, pour qu'elle s'engage auprès de ces personnes-là. Qu'est-ce que vous lui diriez pour l'inciter à donner ou même à être bénévole? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un manque de bénévoles et aussi un manque de jeunes dans les associations. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là pour qu'elles s'engagent et pour qu'elles soient militantes justement pour le droit au logement pour tous? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Il faut dire des choses différentes à chacun, mais il y a un point commun tout de même, c'est que sortir un petit peu de son petit monde et de ses tranquillités pour manifester un peu de solidarité, c'est quelque chose qui en définitive paye quand même. C'est bon. Il faut faire le premier pas. Ce qu'il faut voir, c'est que les gens qui veulent s'engager éventuellement dans une association, quelle qu'elle soit, ou dans l'humanitaire, je dirais, puisque c'est un peu le point commun, c'est, dans un premier temps, de savoir que la solidarité, ça existe. C'est le nom de ton association, Rémi, Solidarité Nouvelle. Donc, et c'est le nom de notre association aussi, Solidarité Nouvelle pour le logement. Ce qu'on demande aux gens, c'est d'être solidaires. Alors, il y a 10 000 manières de l'être. Chacun le fait avec ce qu'il sait faire. Bon, il y a l'apport d'argent, c'est ce qui est le plus facile à énoncer, et ce qui est mieux, c'est que ça soit un apport d'argent régulier, mais il y a aussi l'apport de ses compétences. Ça peut être, comme disait François tout à l'heure, un peu d'aide de bricolage, ou ça peut être l'apport simplement de la proximité, de la solidarité avec les gens qui sont logés chez nous. Donc il y a toutes les manières de le faire, le tout c'est d'accepter de sortir de chez soi, de faire un pas. Donc le message, c'est face aux difficultés qui tourmentent notre pays et qui tourmentent des millions de personnes, c'est être fraternel, être solidaire et s'aider les uns les autres. Voilà. Donc ça s'adresse effectivement à des actifs, parce que dans les associations comme les nôtres, il y a beaucoup de retraités, mais il y a aussi besoin de 100 jeunes. Et puis faire appel aux retraités, c'est vrai qu'on n'est pas tellement connu, et quand on arrive à la retraite, beaucoup de gens ne savent pas très bien vers quoi se tourner. Donc il y a aussi là un manque d'information au départ. Je voudrais quand même rajouter un petit détail tout à fait matériel, c'est que nous sommes une association habilitée à recevoir des dons et que tous les dons sont exonérés d'impôts à hauteur de 60%. Donc ça peut être déjà un minimum convaincant. Oui.
Voilà, parce que beaucoup de gens donnent à des associations en versant par Internet, en versant, voilà, des associations qui ont pignon sur rue au niveau national. Nous n'existons qu'au niveau départemental, mais nous avons quand même cette habilitation et ça peut quand même convaincre. Au moins, on donne de l'argent pour ce qui se passe à côté de chez nous. Maintenant, la toute dernière question, parce que l'émission va s'achever. Pour vous, qu'est-ce manque aujourd'hui dans le monde associatif, justement est-ce que vous seriez favorable à un rapprochement entre les associations pour s'aider à gérer les dossiers? Alors, je donne un exemple. Tout à l'heure, hors émission, vous m'aviez parlé justement de votre association Horizon, qui fait justement de la réinsertion par l'emploi et par la formation. Et c'est justement en créant un travail plus profond, plus lié entre, par exemple, une association comme SNL qui fait de la réinsertion par le logement et votre association par la formation et l'emploi. Et si justement, ça ne permettrait pas encore un meilleur suivi des personnes? C'est ce qu'on fait au coup par coup. On contacte réciproquement les assistantes sociales, les référents. Quand on sent que telle personne a plutôt un problème de réinsertion par le travail, on va l'envoyer dans l'autre association. Quand on sent que c'est plutôt... Voilà, c'est réciproque. On fait travailler nos réseaux. Mais c'est pas organisé, c'est pas systématique. Mais c'est vrai que les réseaux fonctionnent. À condition que chaque association qui décèle un problème, une difficulté chez une personne, n'essaye pas elle-même de tout résoudre. Parce qu'elle n'a pas... par exemple, les Restos du Cœur, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour répondre à la question du logement. Voilà, donc ils font appel à nous. Si nous, on sent que la personne, elle est en panne de RSA parce que son dossier a capoté et puis qu'elle n'a plus rien, on va l'envoyer au resto. Donc, il ne faut pas non plus que chacun campe sur ses positions en disant « moi, je sais tout faire ». Y compris les CCAS, qui s'imaginent qu'ils vont tout régler, c'est pas forcément vrai. Il faut apprendre à travailler ensemble. Et de toute façon, même ces organismes sociaux comme les CCAS et ce qu'il y a aussi les structures au niveau du département, elles sont aussi surchargées. Quand on voit Pôle emploi, il ne peut pas aujourd'hui travailler dans de telles conditions. Avec autant de dossiers, avec aussi peu de personnes, c'est extrêmement difficile. Puisque tu dis que l'émission va se terminer, je veux quand même donner un élément, puisque les gens qui nous écoutent en ce moment sont forcément quelque part connectés sur Internet. Nous avons un site Internet qui vous permettra d'en connaître plus, qui est www.essonne.org. Il suffit de faire SNL en le demandant gentiment à Google et ça va marcher. On y arrive. Et vous trouverez plus d'informations sur notre association. Alors, nous remercions nos deux invités pour avoir été là et on vous souhaite bonne continuation dans votre travail auprès des plus fragiles d'entre nous. Alors, pour soutenir cette association qui offre de véritables solutions au niveau local pour les personnes justement qui sont dans la précarité, n'hésitez pas à leur faire un don et à les soutenir aussi en devenant bénévole et en donnant un coup de main, un peu vulgairement. On vous remercie d'avoir suivi cette première émission de Jeunesse Solidaire et à très bientôt sur Effervescence.